Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la 9e session de la NLPU Trainer and Consultancy Certification. Aujourd'hui, on bosse sur trois éléments qui sont proposés dans la masterclass. S'aligner au style d'entraînement, le pace and need sur les styles d'apprentissage et les compétences transculturelles. Je trouve le thème assez sympa et il y a certains éléments, je pense, qu'on peut prendre en compte dans pas mal de domaines. Donc, toujours dans un premier temps, dans ce qui nomme les types d'entraînement, les styles d'entraînement plutôt, on va avoir un rappel toujours sur la pyramide de Diels, sur la pyramide, on va avoir depuis la base, l'environnement, je vous rappelle, il appelle ça guider, caretaker, voilà, prendre attention. Sur les comportements, c'est plutôt du coaching, sur les capacités, c'est plutôt de l'enseignement, sur les valeurs et les croyances, c'est plutôt du mentoring, sur l'identité, c'est plutôt du sponsoring, et sur l'esprit, c'est plutôt de l'éveil. Alors, les styles de leader, les transactions par rapport au style de leadership. Il y a une prise en compte environnementale, donc là, vous voyez, on est en train de reprendre toute la démarche de la pyramide. L'environnement, le management par exception, l'intervention simplement quand les collaborateurs dévient par rapport aux attentes. Du moment où tout se passe selon ce qu'il faut, il n'y a rien à essayer de changer. Donner des feedbacks négatifs quand il y a un échec pour retrouver les standards. Au niveau un peu plus élevé, le guide, ça va être quelqu'un qui va plutôt donner du reward. Contracter des échanges, en gros, donner des rewards pour les efforts des collaborateurs et constamment leur redonner de la motivation, des félicitations, etc. Assurer que les collaborateurs puissent avoir ce qu'ils veulent en échange de leurs efforts. Donner des promotions et des plus-values par rapport au bon boulot. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a les styles, on va dire de leadership, de management. Fait chier, moi je suis celui qui fait que de dire les feedbacks négatifs et taper les gens quand ça va pas. Je suis à la base de la base. Merde. Robert, tu m'as appris que j'étais vraiment nul en coaching. En management, pardon. Management par objectif, ça c'est le coach. Permettre aux collaborateurs d'être clairs avec les représentations qu'ils ont des buts désirés et savoir, et leur permettre de savoir, d'avoir des preuves quand les buts sont atteints. Les encourager pour qu'ils utilisent leurs propres capacités et ressources. Après, la stimulation intellectuelle, ça c'est le professeur. Donc là vous voyez le professeur, on touche sur les notions de capacité. Hop. Le leader va partager avec ses collaborateurs de repenser certaines de ses idées. Les vieux problèmes vont être vus au travers, vont être repensés par rapport à des nouvelles façons de voir. Il y a une intelligence par rapport à la gestion du stress, une rationalisation et une attention portée sur la capacité à résoudre les problèmes. Là, on passe sur Belief and Value. Donc, on va y avoir le Inspirational, le mentor, opérer une forme d'encouragement, de motivation par rapport aux collaborateurs pour leur meilleur et leur donner toujours un extra. Mettre en avant les valeurs, renforcer les croyances pour les futures possibilités. Et merde, putain, je suis tellement loin. Identité. Considération individuelle, donc ça c'est le sponsoring. Donner une attention personnalisée aux membres qui sont négligés. Traiter chaque collaborateur individuellement et les coacher, les conseiller.
Et enfin, le Awaker, donc l'éveilleur, charismatique et visionnaire, a un sens de la vision, de la mission, et donne à ses collaborateurs un sens de l'engagement, de l'envie. C'est un modèle à suivre, il gagne le respect. C'est beau ça. Alors, en réétudiant ça, je me disais, je comprends mieux pourquoi il parle constamment de vision. Parce que pour lui, c'est l'élément le plus élevé des niveaux logiques. Le Waker, c'est un petit peu le big boss, le stade final des arts martiaux, quoi. C'est le gars, il est 10e dan, voire 11e dan. C'est le mec le plus élevé au foot. C'est le gars le plus chaud bouillant. Donc, automatiquement, j'imagine qu'en faisant exploiter constamment cette sémantique de vision, de mission, il y a peut-être une volonté de suggérer aux personnes qui sont apprenantes qu'ils ont un potentiel d'être ces grands et ces personnes charismatiques. D'ailleurs, un des points sur lesquels ils reviennent assez souvent, c'est de dire à quel point on va être des trainers incroyables qui pourront faire des choses extraordinaires à un niveau de l'élite mondiale en termes de compétences, parce qu'on aura été formés au top du top. Donc, je trouve qu'avec cette réflexion, ça peut vraiment nous donner pourquoi ils utilisent autant ces sémantiques qui, moi, ne me parlent pas. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis un caretaker. Je fais juste attention. Je suis au niveau environnemental. Je suis juste le niveau 1, quoi. Facha blanca. Je suis ceinture blanche, quoi. Trop dur, la vie. Donc, s'aligner par rapport aux différents styles de leadership. En fonction, doit toujours avoir la possibilité d'avoir chacun son style, identifier ses références personnelles, ses expériences, etc. etc. Laisser du temps et des espaces associés pour chaque style. Parce que bien sûr, pensez-y, hein, on n'est pas un style. Bien sûr, je pense que comme en énéagramme, on va avoir une tendance. Si on reprend même les process com, parce que ça c'est un concept que j'aime bien, on peut être dans une phase de quelque chose, avoir une base qui est la nôtre de façon générale, mais on peut passer par toutes les phases. Et j'imagine, là vraiment je suppose, mais par exemple, moi être en Awaker, ça me demanderait tellement d'énergie que je pourrais peut-être le faire, mais pas longtemps. Donc c'est peut-être à cogiter, à se dire quand je fais ma presse, tiens, je vais être plutôt en mode guide, plutôt en coach, plutôt là je suis prof, je suis mentor, là je suis sponsor, blabla, et voir un petit peu comment on arrive à avancer à ce niveau-là. Il a fait un petit classement 1 à 7. Donc le caretaker, c'est management avec l'exception. Le guide, c'est celui qui donne les rewards. Le coach, c'est management par objectif. Le teacher, c'est le professeur, pardon, la stimulation intellectuelle. Le mentor, il inspire. Sponsor, c'est considération individuelle. Et Awaker, visionnaire. Ça permet de réfléchir. Hein. Vous, quand vous donnez des cours, voire même, est-ce qu'on pourrait se poser la question au niveau éducatif? Je pense que les parents, vous êtes assez extraordinaires pour ça. Hein. Vous êtes des caretakers, vous êtes des guides, des coachs, des teachers, des mentors, des sponsors, des awakers. Bon, ne wakez pas trop les enfants non plus. Hein. Il y a des moments, c'est pas toujours ok. Bien que, donner une vision à des enfants, ça peut être bien. Tant qu'il est libre de cette vision. Ouais, je pense qu'il faudrait se poser la question. N'hésitez pas à me dire, vous, par rapport à l'éducation. Donc voilà, sur cette phase-là. Session 10, spacing et leading des styles d'apprentissage. Donc, autant il y a des présentateurs qui vont avoir leur énergie, leur façon de faire, et lui, donc, il le détermine comme d'habitude avec les niveaux logiques. Autant, logiquement, on va avoir des apprenants qui, eux-mêmes, ont des styles différents. Les styles d'apprentissage, alors là, ils reviennent dans le modèle de PNL. Les styles d'apprentissage sont une combinaison des systèmes de représentation, visuel, auditif, kinesthésique, ça vous le connaissez tous, des métaprogrammes. Vous savez, les métaprogrammes, ça a été développé par la deuxième génération de PNL, et les valeurs et croyances touchées par l'apprentissage. Donc, les patterns métaprogrammes dans les styles d'apprentissage, approcher le problème de façon
positive ou en s'éloignant du négatif. Le deuxième, le time frame, le cadre temps, donc à court terme ou à long terme, ou passé, présent, futur. Vous voyez, à chaque fois, il donne deux éléments. C'est vrai que moi, j'ai jamais été un méga fan des métaprogrammes, mais j'ai des copains, ils bossent constamment dans leur session de PNL ou d'hypnose, ou d'accompagnement avec les métaprogrammes. Ça leur donne plein d'infos sympas. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, peut-être faudrait que je vous fasse des vidéos dessus. Peut-être je pourrais vous faire une vidéo en reprenant simplement ce slide-là et en parlant un petit peu plus. Ouais, je verrai. Chunk size, donc vous savez, sous-ensemble, ensemble et sous-ensemble. Donc, soit un ensemble large, les généralités, soit des ensembles petits, les détails. Locus de contrôle, interne au self de référence, proactif, ou externe par une autre référence, réactif. Mode de comparaison, ça, match, similarité, il y a un consensus. Mismatch, différence, confrontation. 6, approche d'un problème, de la façon de résoudre un problème, par la tâche, il y a les options, les buts, les procédures et les opérations, ou par la relation, soi-même, les autres, le contexte. 7, les préférences de pensée, vision, action, logique ou émotion. Là, on revient sur des notions dont on a un petit peu parlé. Après, 3, comment on pourrait dire, archétypes. Le rêveur, le réaliste et le critique. Le rêveur, il a une vision. Il est, là, en fait, c'est des mix des métaprogrammes. Il est tourné vers le positif, sur le long terme, dans le futur, en interne, avec lui-même, et il est dans un rapport de match. Le réaliste, il est dans l'action, il est tourné vers le positif, sur du court terme, dans le présent, externe est lié à l'environnement, et toujours dans le match. Le critique, il est logique, il est loin de... il s'éloigne du négatif, il est sur du long et parfois du court terme, sur le passé et le futur, lié à l'externe, avec les autres, et en mismatch. Donc vous voyez, c'est assez sympa, sa manière de voir, mais là on est vraiment sur les métaprogrammes. Faudrait vraiment que je m'y mette à vous les partager. Il y en a beaucoup, alors c'est vrai que je me souviens qu'à un moment je m'étais dit, il faudrait que je fasse quelque chose là-dessus, mais vu que je les utilise pas beaucoup, je suis pas le plus pertinent pour vous en parler, mais ça peut être toujours sympa d'un point de vue, en tout cas réflectif là-dessus, on verra. Et puis après, bon, il y a un petit worksheet pour bosser avec ça. Enfin, et dernier aspect plutôt cool, le skills, les compétences transculturelles. Ce matin, on a une Argentine qui vit en Suisse, qui parle français, qui a voyagé dans le monde. Alors c'était génial sa présentation parce qu'elle est ultra congruente dans sa manière de dire il faut faire attention au niveau des cultures, au niveau de la manière de parler, de proposer, de partager. La culture, c'est complètement transmis socialement. C'est une transmission sociale de patterns de comportement, d'art, des croyances, des institutions, de tout autre produit d'humain au travers de tout autre produit du travail humain ou de sa pensée. C'est une connaissance, une croyance, un art, une morale, les lois, les adaptations et autres capacités et habitudes acquises par des personnes comme les membres d'une société. Ces définitions impliquent la soft culture qui se bosse en interne comme des styles de pensée, des croyances et des présupposés au niveau de la nature, et la hard culture qui inclut des expressions de valeurs et de comportements comme l'art, la poterie, etc. Vous imaginez bien que moi tout ça, ça me parle à fond. Culture, c'est un truc, mon cerveau il est encore en train de comprendre ce que ça veut dire. Si quelqu'un a une définition, hormis celle de mon aîné, de mon grand frère qui me dit tout le temps tout est culture,
Ben, donnez-moi une définition. Voilà, je dis ça, mais il y a déjà eu des gens qui m'ont envoyé des super mails trop sympas pour me dire la culture c'est ça, l'art c'est ça, et j'ai trouvé que c'était assez génial. Merci à vous. Donc, les niveaux de culture, l'environnement, et on revient, hein, spécifique, externe aux conditions, et avec des manifestations physiques de la culture, les vêtements, la nourriture, l'architecture. Alors vous voyez, hein, toujours dans les niveaux logiques, j'en parlais tout à l'heure à Delphes pendant notre hypnopapotage, mettez la pyramide de Diels partout. Vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous ouvrir des états de réflexion qui sont chouettes. Aussi bien perso, hein. Bien sûr, dans le travail d'accompagnement, ça peut être un vrai plus. Et bon, après, pour présenter, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas que ça vous fasse non plus des nœuds à la tête. Le comportement, les niveaux de comportement appliqués dans des actions en chaîne spécifiques qui caractérisent la culture. Ça inclut les gestes, les salutations, les langages parlés, les rituels, les activités habituelles, les distances personnelles, etc. Les compétences et capacités appliquées par des stratégies typiques de la culture qui guident les actions comportementales et les réactions, incluant comment les personnes apprennent, ouais, c'est bien, je parle very bien, apprennent, communiquent, créent et négocient. Values and beliefs, donc les valeurs et les croyances, prescrites par les priorités culturelles et les motivations, et pour tout ça pour l'équilibre. Ça inclut la hiérarchie des valeurs, les critères et les priorités, les croyances au sujet de ce qui est possible ou pas, ce qui est absolu par rapport à ce qui est relatif, le tabou, etc. etc. L'identité, des niveaux qui définissent des facteurs forts, caractéristiques pour définir l'assimilation, la membership, hein, mais l'assimilation à la culture, qui va amener vers les marqueurs, les limites, par rapport aux connaissances et ce qui est culturel ou d'une culture ou pas. Et spirituel, ce qui permet de faire évoluer les personnes dans leur perception, leur vision, avec respect d'un système plus large dans lequel ils sont membres et qui ont des mêmes objectifs sur leurs activités. Donc, entraîner, parce que c'est quand même ça, hein, le but de tout ce que je viens de vous dire, c'est entraîner vers la diversité, les entraînements et les diversités culturelles. Les entraîneurs, les speakers et tout ça, doivent être capables de reconnaître et d'ajuster les différences culturelles pour communiquer efficacement avec une différente background, etc., etc. Ça demande certaines compétences transculturelles. Alors, là, il n'y a pas que pour les présentations. Bien sûr que quand on fait de l'accompagnement, on a tous, en tout cas on a cette chance-là en France, là je parle en région parisienne, d'avoir vraiment un melting pot qui est trop cool, où on a vraiment de toute population, que ce soit au niveau des sexes, des genres, des religions, des ethnies, on a tout, c'est trop bien. Donc c'est assez amusant de voir que quand on bosse avec certaines cultures, de certains continents ou de certains lieux, c'est vraiment super sympa de se dire « Ok mec, tu dois changer ton mindset », voire même, quand tu connais un petit peu la culture ou que tu sais que la personne est de telle culture, un peu voir quels sont les archétypes, les valeurs, etc. qui reviennent souvent. C'est chouette, ça nous permet d'évoluer. Bien sûr, si en plus vous avez voyagé dans ces pays, si vous avez pas mal de trucs, bien sûr que ça vous créera un super rapport avec les gens et ça ouvrira plein de choses. Donc on a cette chance-là. Effectivement, ça nous demande parfois de cogiter un petit peu et de s'informer, mais n'hésitez pas, c'est trop bien. Donc, les compétences transculturelles. Les compétences transculturelles sont les habilités à comprendre et s'adapter aux différentes cultures et aux schémas culturels. Et la capacité à interagir efficacement avec les individus des différentes cultures. Il y a 3
sous-facteurs qui affectent nos attitudes au sujet de la culture. Nos croyances et assumptions avec respect sur une culture particulière, la réalité de l'expérience au sujet du choc des cultures et les efforts qui vont être demandés pour absorber une culture particulière et notre capacité de motivation à intégrer de nouvelles cultures. Effectivement, il y a quand même des choses qui sont complexes, parce que vous savez qu'on a tous des présupposés de ouf. Hein. Si on fait que de vanner et que on a toujours ces jeux de vannes entre cultures, pour ceux qui ont grandi vraiment dans cette idée multiculturelle où on se vannait tous sur nos origines ethniques, sur nos origines religieuses, etc., etc., on sait très bien que tout ça, c'est juste des stéréotypes souvent complètement absurdes, mais qui ont été acceptés par tout le monde, sinon l'humour ne pourrait pas fonctionner à ce niveau-là. Mais c'est complexe, parce que nos stéréotypes peuvent être complètement faux, nourris par la télé, nourris par des croyances à la con qu'on n'a jamais cassées. Et effectivement, quand tu vas bosser avec certains types de populations de culture, si tu restes avec les présupposés à la con, ça risque d'être compliqué, et ça risque d'être hyper discriminant et problématique pour les personnes, parce que dès lors, on va croire que l'on sait, alors que vaut mieux apprendre à savoir. Donc, les types de compétences pour être plus transculturel, donc, des compétences personnelles au travers de ses pensées internes, une capacité à analyser ses propres croyances personnelles et ses assumptions au sujet de la culture et au sujet de l'apprentissage lui-même. La capacité relationnelle et interpersonnelle, ah merde, putain, moi dès le numéro 2, je suis foutu, c'est trop dur, d'internaliser les formes de communication pour les relations sociales, les contextes et les référentiels, les compétences de contexte et de référence, modéliser les compétences pour comprendre le temps, l'espace de la relation et ou être capable de parler à ce sujet. Les compétences créatives et imaginatives pour comprendre l'artisterie, pour le côté artistique de la culture. Ouais, alors là, dès le 4, moi, pour le 4, c'est fini, hein, je n'y arriverai jamais. Et les compétences directives, donc apprendre comment suggérer, persuader et convaincre dans différentes langues et par rapport au non-verbal. Donc là aussi, dans la culture, il y a des métaprogrammes. Il prend les visuels auditifs kinesthésiques. Après, est-ce que c'est orienté groupe ou individuel? Est-ce que c'est interne en référence ou externe? Est-ce que c'est relation ou tâche orientée tâche? Est-ce que c'est proactif ou réactif? Est-ce que c'est lié à une option ou c'est un procédure? Est-ce que c'est long terme ou est-ce que c'est court terme? Est-ce que c'est passé, présent, futur? Est-ce que c'est personne, information, activité, place? Voilà. Les patterns culturels, la loi par rapport à son espace personnel, la croyance à maintenir fermement ses réactions par rapport à ses croyances et se questionner si elles sont attaquées ou pas, les tabous culturels, les gestes non-verbaux et les métamessages, les compétences culturelles fortes, les approches pour les transactions en business et les schémas en fonction du genre et des enfants et tout ça, etc. C'est intéressant. Je trouve ça assez cool comme perception et comme ouverture. Après, là encore, je pense que quand vous allez travailler sur des présentations dans des entreprises ou autres, même si aujourd'hui il y a beaucoup de justement transculturels, d'éléments transculturels, si tu bosses avec une boîte américaine, qu'importe que le gars il vienne de Chine, d'Inde, du Laos ou des US même, s'ils sont dans cette boîte, il y a un esprit d'équipe, un esprit d'entreprise, pardon, qui est connu, et on sait que c'est les boîtes à l'américaine. D'ailleurs, nous, en France, on le dit beaucoup.
On sait que si on bosse avec les Germaniques, ils bossent différemment, les Scandinaves, ils bossent différemment, et qu'importe à la limite qu'il y a à l'intérieur, c'est plus la culture de l'entreprise. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. N'hésitez pas à me faire un retour à ce sujet-là. Voilà, pour cette session-là, il nous reste dès lors plus grand-chose. Il nous reste la session 10, 11 et 12, qui, en session 10, ça va être travailler sur les résistances. Moi, j'ai écouté ça tout à l'heure. Et ce qu'il appelle la métacartographie des entraîneurs. Et après, bah, il ne nous restera plus grand chose parce que c'est plutôt les présentations finales, etc. etc. À voir comment ça va, tout ça, ça va se présenter dans les jours à venir. En tout cas, on touche à la fin. Voilà, bah, si vous avez des questions et des remarques sur tout ça, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. P1, ciao.